certaines choses dans ma carrière. Et ils avaient peur de l'échec ou de la désillusion. Bref. Donc je parle de ça, ma scolarité se passe, primaire, collège, etc. Et ensuite vient le moment d'arriver au lycée. Au lycée, j'ai commencé par un BEP secrétariat. Alors on ne se moque pas, c'est une section qui n'existe plus aujourd'hui. J'avais une moyenne au collège qui était moyenne, on va dire ça. Pas parce que je manquais de capacité, mais parce que j'étais une jeune fille assez introvertie, assez timide. Je l'avoue, je me foulais pas forcément dans mes études. Je savais que j'avais bien plus de capacité, mais j'ai envie de dire un peu le défaut de beaucoup d'adolescentes. J'étais plus préoccupée par mes relations avec mes copines que mes études. J'étais plus préoccupée à me dire ah elle me fait la gueule et je sais pas pourquoi. Voilà. Mais bon, j'ai envie de dire encore une fois, comme beaucoup de jeunes filles de 12, 13, 14 ans, ma foi, on ne se rend pas compte à cet âge-là de l'importance des études, du travail et des choix à faire à l'avenir. Bref, donc petite moyenne, alors je me retrouve à faire un BEP secrétariat que je ne regrette pas parce qu'en soi ça m'a permis de reprendre certaines bases et ma foi j'ai un diplôme supplémentaire au secrétariat, mais voilà. Aujourd'hui je sais faire certaines choses en informatique que d'autres ne savent pas faire. Voilà. Bref, on s'en fout. Donc avec ça je change un petit peu, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai eu pendant le lycée une période un peu compliquée avec un harcèlement scolaire. Je reviendrai là-dessus plus tard. Je me suis un petit peu trop éternisée là-dessus sur la première vidéo, mais je pense que ça peut faire le sujet d'une prochaine vidéo. Mais bref, donc j'ai eu une période un peu compliquée et je voulais tout lâcher. Je voulais tout lâcher parce que je voulais pas retourner dans l'établissement où j'étais. Je voulais pas retourner dans les classes et dans les groupes où j'étais parce que c'était très malsain pour moi et je m'étais pris de passion pour le théâtre et la comédie. Et mon rêve, ça aurait pu être encore un rêve aujourd'hui, maintenant que du recul, mon rêve aurait été différent, mais ça avait été un de mes rêves assez assidus. Je voulais à l'âge de 15 ans, et là ça pour ça j'ai tanné mes parents. Je tenais absolument, après mon BEP terminé, aller à Londres dans une école d'art dramatique pour apprendre la comédie et à être actrice. C'était genre la Drama School Center of London, quelque chose comme ça. Et sans le savoir, j'ai su par la suite que c'était genre la même école que avait fréquenté Orlando Bloom. Et Orlando Bloom, pour la petite histoire, lui, il a été repéré direct à la sortie de l'école pour jouer dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin bref, c'est une référence en la matière quoi. Bref, donc je voulais à tout prix faire ça et ça a duré des mois, presque une année complète. Je tannais mes parents. Là encore, inquiétude de parents, ils me disaient attention Manon, en plus c'est pas comme si tu voulais faire les cours Florent à Paris, tu t'en vas à Londres dans un pays étranger dont tu ne parles pas la langue. Je me débrouillais un peu en anglais mais je n'étais pas bilingue du tout, tu ne parles pas la langue et puis bah, surtout t'es mineure, t'es toute seule, tu fais comment, enfin, ils étaient pas du tout chauds, ils étaient très inquiets à cette idée là et je peux les comprendre, je les comprends tout à fait. Et en fait il y a eu un gros changement dans ma vie à ce moment-là qui a fait que j'ai changé d'idée. C'est que, bref, mes années BEP se passent, mes années lycée continuent, je pars en première d'adaptation. Donc je fais une première STG, sciences techniques et gestion. Dans le même lycée, heureusement, je m'étais sortie de ce harcèlement scolaire. Et je rencontre mon petit copain de l'époque qui est aujourd'hui mon mari. Donc forcément, nouvelle
quasiment du commerce, peu importe lequel. Quasiment tout le monde, mes frères et sœurs, mes parents, tout le monde était dans le commerce à des échelles différentes. Et donc, je sais plus pourquoi, quelqu'un un jour, je pense que c'est un conseiller d'orientation qui m'a dit mais vous savez, le commerce, vendre des articles, des produits, des services, c'est un peu une sorte de comédie. Enfin bref, ça peut paraître ridicule, mais à l'époque on me l'avait vendu comme ça. Et quand j'en ai parlé avec mes parents, ils me disaient pourquoi tu fais pas des études, au moins ne serait-ce que dans le commerce. Après tu choisis de faire ce que tu veux faire, commerce international, bref, mais au moins t'as des bases d'un métier que tu pourras pratiquer, quelque chose de réel et de pas de fictif en fait, de concret. Et donc je passe mon bac, j'ai mon bac et je décide donc de continuer mes études dans le commerce en faisant un BTS NRC, négociation et relations clientèle. C'est un BTS que j'avais choisi de faire en apprentissage, sauf que c'est encore le cas aujourd'hui. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes jeune étudiant en recherche d'un employeur, d'une entreprise pour faire votre apprentissage, il faut savoir qu'il faut s'y prendre des mois à l'avance. Limite un an à l'avance, de septembre à septembre.
je suis embauchée. Voilà. Je suis embauchée au mois de mars. Donc pour un commencement de contrat en septembre. Mais ma patronne de l'époque m'avait dit écoutez, je vous propose de faire un CDD. Comme ça vous permet durant tous ces mois-là, ça vous fait une sorte de formation. Vous apprenez les produits, les marques, la méthode de vente, etc. Et comme ça, vous êtes prête pour septembre. Vous êtes prête à rentrer dans le vif du sujet par rapport à vos autres
reprendre votre dernière année de BTS parce que vous êtes un bon élément dans l'entreprise, vous travaillez bien et vous avez l'appui et le soutien de vos professeurs qui nous ont confirmé qu'il y a eu a priori une erreur de jugement. Donc on vous fait confiance pour une troisième année. Et pour la petite histoire aussi, à l'époque mes professeurs m'avaient encouragé à écrire au rectorat, à l'académie pour pas faire appel, mais juste faire une sorte d'appel parce que le président du jury était reconnu et réputé pour être un gros connard. Et donc pour dénoncer en fait, bon, je vous laisse deviner que ça n'a rien donné et que malheureusement l'académie a protégé ce président-là puisque, sans rentrer trop dans les détails, enfin bref je la fais courte, mais ce président de jury c'était un prof de BTS en cursus classique et non pas apprenti, donc en gros ils l'ont protégé. Et en fait je précise que quand on fait appel à ce genre de jury là, il y a à la fois des profs et des professionnels, donc des responsables, des patrons, des directeurs, bref de toutes sociétés différentes qui constituent un jury en même temps que des membres de l'académie. Mais donc celui-là, comme par hasard, faisait partie de l'académie et donc je n'ai pas eu gain de cause, comme par hasard, c'est étonnant. Donc bref, voilà, j'ai mis du temps à m'en remettre, j'ai mis 2-3 mois quand même, donc tout le long de l'été à ronger mon frein. J'étais extrêmement déçue et en colère, mais je me suis juré que je ne me laisserais pas faire. Et donc j'ai refait ma troisième année, je me suis mis à fond, j'ai essayé de rattraper toutes mes lacunes dans les matières où j'en avais. L'avantage c'est qu'en BTS, un peu comme en bac au rattrapage, c'est que les matières où j'avais une très bonne moyenne, je n'étais pas obligée de les refaire. Donc il y a des matières comme par exemple l'anglais où j'avais une excellente note, je n'ai pas dû le repasser. J'assistais au cours parce qu'en fait c'est soit j'assistais au cours, soit j'avais le choix de ne pas y assister, mais je devais aller en entreprise. Et comme c'était 1 heure par-ci par-là, c'était pas logique dans mon planning pro, donc je restais parce que ça me faisait toujours des acquis. Voilà. Bref, et donc la troisième année se passe, je représente le même projet commercial que j'avais juste peaufiné, amélioré, optimisé. Je retombe sur un jury excellent et là je cartonne, j'ai une excellente moyenne et je déchire ma mère. Enfin bref, donc j'ai finalement mon BTS en 3 ans. Après ce BTS, donc j'avais l'opportunité d'être embauchée. Mais bon, j'avais passé les entretiens, je n'ai pas été forcément retenue, mais sur le coup ça m'a un petit peu vexée, je l'avoue, je suis très honnête avec tout ça, mais je n'ai pas regretté parce que je me suis bien rendu compte qu'en tant qu'apprenti c'était super, mais y travailler et y faire une carrière professionnelle c'était autre chose parce que ça nécessitait de rentrer dans une sorte de moule, dans une coquille, une conjoncture qui ne me ressemblait pas et comment dire, que j'aurais peut-être supporté mais à court terme. Donc c'était une belle expérience mais sans plus. Et donc voilà, je vous parle de ça, donc mon contrat se termine, donc à chaque fois c'est date anniversaire à date anniversaire. J'ai commencé au mois d'août, je termine au mois d'août. Cette année-là, je m'étais, en plus pour la petite histoire, c'est que cette année-là, on s'était prévu donc avec mon copain Marie, des vacances à l'étranger. Première fois depuis toujours, on avait encore été jamais à l'étranger en vacances. Et en fait, pour pouvoir passer des entretiens d'embauche pour un CDI, j'ai dû décaler mes congés parce que avec ma veine phénoménale, mes vacances tombaient pendant les périodes d'entretien. Donc j'ai décalé mes congés, mes vacances, tout ça pour finalement pas être prise. Bref, je pars quand même en vacances, je reviens et puis là pour le coup, voilà, autre mentalité puisque là avec mon mari copain, donc on avait emménagé ensemble, on vivait ensemble, donc j'avais un petit peu la pression du paternel qui me disait bon bah allez hop, on y va, on envoie des CV, mais je me disais oui papa t'inquiète pas. Entre temps mon mari avait poursuivi ses études en BTS également et venait d'être embauché, donc
c'est un métier super, c'est épanouissant et tu peux gagner beaucoup d'argent, tu peux te faire une fortune. Bon, moi je suis plutôt quelqu'un de terre à terre dans la vie, donc déjà c'est pas de la prétention, mais il m'en faut beaucoup pour m'impressionner. Et un entretien qui dure 2 heures et demie, où on m'en envoie plein les yeux, tu dis ouais c'est bien, c'est cool, mais bon, tu te dis c'est trop beau pour être vrai. 1 à 2 semaines se passent de nouveau j'ai un second entretien qui dure encore une fois 2 heures, 2 heures et demie, et là encore une fois on rentre un peu plus dans le vif du sujet, mais de nouveau on m'en met plein la vue, plein les yeux, et tu verras, tu vas vraiment bien gagner ta vie, mais tu sais, tu es jeune, tu es très jeune, il va pas falloir perdre pied parce que tu vas vraiment bien gagner ta vie, tu sais, tu vas gagner beaucoup d'argent, donc il va falloir garder la tête sur les épaules. Enfin, on en était là. Moi, encore une fois, je me dis, ouais, bah attends, je vais attendre d'y être, hein, on verra. Et donc, bref, début décembre arrive, et la bonne nouvelle avec, je suis embauchée en CDI pour travailler là-bas. J'ai duré 6 mois à peu près là-bas. C'est dommage, hein, je fais pas de spoil, hein, je fais pas trop durer le suspense, mais parce qu'en fait j'essaie d'aller vite aussi, parce que j'ai encore pas mal de choses à raconter. Mais en gros, je dure 6 mois là-bas parce que pareil, pendant mes entretiens, on m'avait dit de toute façon, après ton embauche, on va t'envoyer pendant 6 semaines au centre de formation, donc qui était situé en Alsace, et tu vas apprendre donc les rouages du métier, hein, les produits, les logiciels, la méthode vente, bref, à chaque fois tu recommences à zéro. Tu as l'impression de retourner à l'école, tu recommences à zéro. Et quand j'ai été embauchée, que j'ai signé mon contrat, ah, bah comme par hasard, il n'y a plus de place au centre de formation. C'est dommage, c'est bête. Tu vas devoir être formé à la boutique. Ouais, j'y ai jamais cru à celle-là et je continue de ne pas y croire du tout. Moi, je suis persuadée qu'en fait, pour intégrer le centre de formation de cette entreprise-là, de cette boîte-là, parce que c'était des franchises, donc les directeurs de franchise, les patrons devaient payer.
avait chacun un fixe, mais on avait à chaque fois nos commissions par rapport à nos ventes. Et la boutique où on était, c'était un petit magasin qui était dans une zone industrielle et non pas commerciale. Donc pas forcément beaucoup de passages. Donc les quelques clients qui entraient dans le magasin, bah, en gros ils se faisaient alpaguer quoi, on les lâchait pas. Mais les anciens avaient l'habitude. Donc bah du coup c'est un peu comme un requin ou des lions à qui on balance de la bouffe, de la viande. Si t'y vas pas le premier, t'es mort. Bah on va dire que j'étais le jeune lionceau qui n'osait pas s'approcher. Non pas que je n'osais pas approcher des clients, mais les plus gros lions me faisaient comprendre, va à ta place, tu prendras les restes après. En gros, pour donner un peu l'image, c'était ça. Bref, donc assez rapidement, je me dis ça ne va pas. Et en plus, cette année-là, c'était l'année 2013. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, quand je parlais avec beaucoup de gens, tout le monde m'a dit l'année 2013, c'était une année catastrophique. C'était le cas pour moi aussi. Pas mal de petits malheurs, 3 décès, un accident de voiture, des petits soucis de santé, enfin bref. Et donc l'accident de voiture, c'était mon mari. On n'était pas encore mariés à l'époque, on était fiancés, on préparait notre mariage, mais mon mari a eu un accident de voiture assez important sur l'autoroute. Fort heureusement, plus de peur que de mal, il n'y a eu que de la mécanique, que de la tôle, mais lui s'est retrouvé quand même avec un choc émotionnel, hein, ce qui est normal. Et donc à ce moment-là, j'avais déjà moi pris la décision de partir sans avoir encore trouvé autre chose. Mais là où ça s'est très mal passé, c'est que forcément, quand tu vis quelque chose comme ça, il y a des jours où t'arrives, t'es au boulot, t'es pas dedans, t'es pas forcément de bonne humeur, t'as pas envie de forcément de rigoler, etc. Et c'était le lendemain de l'accident de mon mari. Et en fait, moi je suis pas du genre à m'exprimer, c'est-à-dire que je pars du principe que mes problèmes, j'essaie de les laisser à la porte de chez moi et j'arrive au boulot, je fais comme si de rien n'était, mais j'ai un faciès, j'ai un visage très parlant. Donc j'avais le visage fermé, même si je faisais semblant de rien et que je ne disais rien, j'avais un visage très fermé. Et en gros, toute la matinée, mes collègues et donc mon fameux parrain me prenaient la tête en me disant bah qu'est-ce qu'il y a, tu fais la gueule, putain mais c'est pas agréable pour les clients, enfin bref, on faisait des réflexions. Et jusqu'à un moment où j'ai dit écoutez, c'est pas que je fais la gueule, c'est que mon mari, mon copain a eu un accident de voiture grave hier, donc je suis contrariée parce que là en plus lui il va pas bien. Et ma voiture elle est à la casse quoi, donc excusez-moi d'être contrariée. Bah pourquoi tu le dis pas tout de suite, on peut pas le deviner. Bah excuse-moi, j'ai pas envie de te raconter ma vie en fait, hein. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Bref, ça montait jusqu'aux oreilles de mon patron. Et peu avant midi, il rentre dans la boutique et il me convoque, il me dit viens me voir dans le bureau. Et de là il me dit écoute, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Donc avant il fait semblant, faussement, d'avoir de l'intérêt en disant ça va, ton copain il va bien, donc je lui explique. Et de là il me dit ouais bon en fait il a rien quoi, c'est juste de la tôle froissée. Ouais bah merci de minimiser les choses, oui en gros c'était ça, mais ne minimise pas l'aspect psychologique de l'accident, je trouve ça pathétique. Mais donc tu dis rien, tu meurs sur ta chic. Et de là il enchaîne, il me dit écoute de toute façon je vois bien que ça fait plusieurs jours que ça ne va pas. Encore une fois je vous le disais, je suis un livre ouvert. Et il m'a dit écoute, vu ce qui vient de se passer, je te laisse ton après-midi, rentre chez toi. Donc je disais non, ça va aller. Il fait non, écoute, je te laisse ton après-midi, c'est moi, je te l'offre. Mais il dit je veux que tu réfléchisses parce qu'il dit je ne vois bien que ça va pas, que tu te plais pas. Je veux que tu réfléchisses à ton avenir ici, mais quand tu reviendras, je veux que tu aies pris ta décision parce que pour moi non plus ça va pas, je vois pas, entre guillemets ton attitude, ta façon d'être ne me convient pas non plus. Donc si tu prends, je te laisse réfléchir, tu prends une décision, mais peu importe celle que tu vas prendre quand tu reviens, on y va. Et en fait ce soir, cet après-midi-là, quand je suis rentrée, au lieu de rentrer chez moi, je suis allée voir mon père, que j'écoute beaucoup, qui, comme tous les papas, très important dans ma vie, mais que j'écoute beaucoup, qui est de bons conseils pour moi. Et je lui dis écoute, je vais arrêter mon contrat parce que je me sens pas bien. Ça faisait déjà 2 mois que j'y allais la boule au ventre, que j'y allais en pleurant, que je me sentais pas bien, que je voulais partir, mais que je n'avais pas encore trouvé. Et en fait, je balisais clairement parce que je me disais
oui, j'aurais préféré que tu quittes ton emploi, mais que tu aies autre chose. Mais si c'est pour y aller la boule au ventre et que tu ne te sens pas bien, et vu comment ça se passe, de toute façon, ça finira pas forcément bien. Donc autant que tu arrêtes de toi-même et que vous partiez en bon terme. Et donc c'est ce qui s'est passé. J'ai mis fin à mon contrat de manière pareille mutuelle. Et ça a été comme un soulagement. Dès que je suis revenue, il paraît que quoi qu'il arrive, quand je suis revenue, le matin même, et que je lui annonçais que j'arrêtais, il m'a dit bah ça se voyait. On voyait que tu avais pris ta décision parce que ça se voyait sur ton visage, tu étais beaucoup plus lumineuse, souriante et on voyait que tu étais plus tranquille. Et je lui ai dit oui, je me sens beaucoup plus libre, j'avais un poids en moins, réellement, c'est vraiment pas des conneries quand on dit ça, c'est vraiment une sensation de légèreté, je me sentais plus tranquille. Donc bref, j'ai fait mon préavis, donc ça dure à peu près un mois et demi. Je termine mon préavis et on s'en va en bon terme. Limite, il me dit tu repasses prendre un café quand tu veux. Bon, chose que je n'ai jamais faite, parce qu'il faut dire ce qui est, ce sont des paroles en l'air et j'ai autre chose à faire. Mais voilà. Et bon c'est tout, j'arrête. Mais je me dis maintenant il y a du boulot parce que justement j'en ai pas. Mon mari travaillait, mon fiancé travaillait, mais moi je n'avais pas de travail et il y avait tout à faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis restée au chômage pendant un an, pas tout à fait un an, 11 mois et quelques jours. Parce que j'avais des contacts, j'avais des touches, j'avais passé des entretiens, mais c'était parfois pour des créations de postes. Et finalement, la création de poste en question ne se faisait pas. Ou alors je passais des entretiens, mais de moi-même je ne donnais pas suite parce que c'était des sociétés auxquelles j'avais postulé sur les groupes de recrutement. Mais vous savez, c'est toujours des sociétés qui reviennent et on sent qu'il y a un turnover de ouf. Et j'avais postulé parce que je me disais je cherche un travail, mais je donnais pas suite parce que je me disais quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je sais que dans un mois, 2 mois, 3 mois maximum, le contrat va s'arrêter de moi ou de l'employeur, mais ça va pas bien se terminer, donc je ne donnais pas suite. Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, honnêtement, mais ça a duré. Et ça a duré donc presque un an. Et en fait, pendant cette année-là, j'ai donc pareil, toujours dans ma recherche de travail, déposé des CV de manière spontanée. Alors à croire que moi, c'est les CV spontanés qui m'ont le plus réussi. J'avais déposé un CV dans une société qui vendait du matériel, de la fourniture industrielle. Donc c'est assez vaste, c'était un distributeur. Et donc ça c'était au mois de mars. Et assez rapidement on me rappelle, on me contacte pour un poste de commercial. Alors au départ c'était pour un poste de commercial interne, mais qui pouvait se transformer en commercial externe. Et donc là c'était du B2B, donc on travaille avec les professionnels. Bon, je passe l'entretien. Dans un premier temps on me dit pour moi ça a l'air bon, etc. Écoutez, dès que ça se... la RH qui m'a reçu devait passer une réunion CE, je ne sais plus trop quoi, et elle m'a dit écoutez, dès que j'ai l'accord, j'ai la validation de la direction, je vous envoie votre contrat. Une semaine, 2 semaines, un mois et demi, je n'ai pas de nouvelles, je la relance, elle me dit oui, vous inquiétez pas, je n'oublie pas, mais je n'ai pas de nouvelles. Et en fait, un jour elle m'envoie un mail, elle me dit écoutez, je suis désolée, la direction pour l'instant ne valide aucune embauche, ne validait rien, parce qu'ils étaient en train de fusionner avec une autre société. C'était le genre de groupe, vous savez, où tous les 5 ans il y a des fusions et des rachats. On était durant cette 5e année-là. Et en fait, elle me disait pour l'instant, tout est gelé. Mais elle dit je vous oublie pas, j'ai votre CV sous le coude. Bon, je continue à postuler à droite à gauche, pas de nouvelles. C'était en 2014, donc au mois d'avril, je me marie en juin de cette année-là. Et un
le lundi qui suit les fériés, bon ben mardi 10, banco, mardi 10. Et donc le mardi qui suivait mon mariage, j'ai commencé ma première journée de travail. Et donc j'ai fait 7 ans dans cette entreprise. C'était donc mon dernier employeur. Pendant ces 7 ans, en fait, j'ai fait un petit peu de tout. J'ai été donc effectivement au standard et pour le coup, elle ne m'a pas menti dans le sens où j'y suis restée 1 mois et demi parce qu'au bout de pas tout à fait 1 mois, presque 3 semaines, elle me disait déjà qu'il y allait avoir des embauches en CDI pour être commerciale et donc moi j'étais prioritaire puisqu'à la base j'avais passé des entretiens pour ça. Mais bon voilà, et le temps que ça se peaufine, donc il s'est passé encore 2-3 semaines et puis donc au bout d'1 mois et demi, fin juillet début août je crois, je signais mon CDI. Donc au départ donc commercial, j'ai fait un peu de formation en interne pour apprendre, vous connaissez la suite, les logiciels, les produits, les méthodes de vente, etc. Et ensuite pour être commercial terrain. Là aussi je vais pas trop m'attarder, je me suis beaucoup attardée lors de mon premier essai vidéo, mais je pense que ça pourra faire sur le sujet d'une autre vidéo si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie que j'approfondisse là-dessus. Mais j'ai eu pas mal de péripéties parce que là aussi j'ai eu des petits soucis. En gros, pour être vraiment très large, très très large, on m'a mis au placard. On m'a mis au placard parce que j'ai eu l'audace de devenir maman. Voilà, j'ai eu l'audace de devenir maman, donc même si on m'a toujours fait croire que non et voilà, forcément ils vont jamais l'avouer, mais on m'a mis au placard parce que je suis tombée enceinte pas tout à fait 1 an après mon embauche, donc techniquement et d'un point de vue moral, j'étais dans mes droits. De toute façon, j'étais dans mes droits, mais même pour la moralité, on dit souvent il ne faut pas prévoir de grossesse à moins d'1 an d'une embauche, mais bon voilà. Mais disons qu'à partir de là, on m'a mis au placard et on a tout fait pour m'écœurer. On m'a changé de poste plein de fois. On m'a rétrogradé de poste en me faisant croire que c'était des promotions. Enfin bref, on a vraiment tout fait pour me dégoûter, pour que je démissionne. Sauf que j'ai tenu bon, parce que au-delà de tenir bon, c'est qu'en plus je faisais bien mon travail. Donc on n'avait pas de motif, on pouvait pas me licencier pour quelconque faute. Leur but de la démarche, c'est qu'ils voulaient me dégoûter. Donc première grossesse, je reviens à mon poste après ma première grossesse et là pour le coup pendant 3 ans ça se passe bien. Je n'aime pas forcément le poste que je fais, mais il tourne tout seul. Je suis la seule sur ce poste là, donc je suis responsable, entre guillemets seule responsable de mon travail. Mon seul responsable direct c'était mon directeur de plateforme, donc j'étais pas le bras droit mais on va dire le bras gauche. Bon, j'avais pas le salaire ni le poste qui allait avec. Je le disais souvent, en temps normal j'étais censée avoir un statut responsable, mais j'avais pas tout ça. Mais pourtant j'avais tout le travail d'un responsable. Enfin bref. Et ensuite arrive ma deuxième grossesse, donc de mes jumeaux. De nouveau changement de poste parce que bon bref, de nouveau nouvelle fusion, nouveau changement de direction avec des postes en doublon et la plateforme où j'étais allée fermer. Donc on m'a rechangé de poste, cette fois-ci pour un poste un petit peu plus sympa. Où j'étais à l'approvisionnement, assimilé achat, sauf que c'est pas moi qui achetais, mais je passais les commandes des dossiers clients, enfin bref. Mais de nouveau, donc grossesse gémellaire, donc arrêté très tôt et mon congé maternité a duré très longtemps. Et je pense, donc je suis revenue en décembre 2019, donc je suis tombée enceinte en octobre 2018. J'ai été
plusieurs en France à avoir le même poste et beaucoup étaient sur la sellette. Donc moi en gros, bref, je reviens pas dans les meilleures conditions. On me fait un petit peu traîner, on met du temps à me reconfier des dossiers clients. Pas parce que par manque de confiance, mais soi-disant pour me laisser le temps de reprendre le train en marche tout doucement. Ouais. Mais en fait, et sans le faire exprès, 2-3 semaines après mon retour, je tombe malade. J'ai des migraines affreuses, des maux de tête, des quintes de toux très très violentes. Sauf qu'à l'époque, c'était des symptômes assimilés au Covid. Et pour la petite histoire, on avait des collègues commerciaux qui parfois devaient se déplacer à l'étranger, et notamment en Italie et en Angleterre. Et à l'époque, c'était des zones à risque, c'était des pays à risque rouge où c'était interdit d'y aller. Bref, du coup, mais c'était à l'époque où il n'y avait pas encore on parlait pas de gestes barrières ni de masques, on n'était pas encore à tout ça. Donc quand on se voyait entre collègues, c'est salut, tu vas bien, on se claque la bise et voilà, pas de gestes barrières. Et donc moi je paniquais, je me disais est-ce que j'ai pas attrapé le Covid? Pas de spoil, je n'avais pas eu le Covid. En fait j'ai eu ce qu'on appelle une névralgie d'Arnold. Même moi encore aujourd'hui, je ne saurais pas trop expliquer ce que c'est, mais c'est une sorte de... C'est pas un virus, mais c'est pas un virus. Mais en gros, très malade, et on n'arrive pas à me trouver un traitement pour me soigner. Donc forcément, je suis en arrêt maladie. Donc dès février, donc je vous dis, j'ai repris au début janvier et mi-février, je suis déjà en arrêt maladie. Et en fait, je n'ai jamais repris mon travail parce que j'ai mis du temps à être soignée donc de ma névralgie d'Arnold. En avril, je crois seulement, j'ai seulement eu un traitement avec beaucoup de complications, mais je suis guérie. Sauf qu'entre-temps, le Covid a avancé de grands pas en France et il y a les premiers confinements. Et entre-temps, mon mari, qui lui aussi avait des petits déboires à son travail, lui aussi vivait une période de fusion. Et lui aussi, on lui faisait comprendre que son poste de comptable allait être supprimé. Donc c'était pas pour lui, pour son travail, mais son poste. Et c'est en février 2020 qu'on a décidé de créer la société aujourd'hui que nous avons. Donc lui avait commencé les démarches et avait commencé à faire tout ça, mais voilà, en même temps que le Covid. Donc on a vécu les premiers confinements. Et moi je vous l'avais déjà expliqué, je vivais mal le fait que c'était un projet commun, c'était un projet à tous les deux, c'était mon rêve depuis longtemps. Je ne l'ai pas forcément précisé dans la vidéo, mais c'était un projet depuis longtemps où je disais je veux travailler dans les mariages, etc. etc. Mais c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas mettre en œuvre tout de suite. Et là on s'était dit, en fait on a l'impression que c'est le destin qui nous envoie un signe, puisque lui, pour le boulot, ça n'allait pas bien, c'était le moment de partir. Moi on me faisait comprendre que c'était le moment de partir. On s'est dit, c'est tous les signes, c'est le moment. Donc c'est comme ça aussi qu'on s'est lancé. Mais moi, en plus d'être en arrêt maladie, on vit les premiers confinements et je vis très mal le fait que toute la société, tout est au nom de mon mari et pas à mon nom. Moi je travaillais autant que lui, mais en fait en bénévolat, puisque je n'étais pas employée, je n'étais pas... Alors officiellement j'étais associée puisque j'avais des parts dans la société, mais je travaillais pas pour la société, j'avais pas de contrat de travail, donc c'était un peu ambigu, mais en gros c'est comme si je faisais du bénévolat, j'étais associée mais bénévole, et je vivais mal ça. Et bref, les mois se passent et de toute façon, confinement, déconfinement, et on se rend bien compte que quoi qu'il arrive, l'activité on va être obligé de la faire à deux, parce que entre les livraisons, les mises en place, l'administratif, la préparation des devis, les échanges commerciaux, enfin bref, la partie marketing, communication, les réseaux sociaux, le site internet, bref, tout ce qui en coule, on se rend bien compte qu'une seule personne, c'est pas possible. Et donc d'un commun accord, je lui dis écoute, moi je vais arrêter mon travail pour me lancer à temps plein avec toi, parce que de toute façon on en a besoin. Et moi de toute
alors durant l'été 2020, donc j'ai démissionné. Et ça s'est très bien passé, ma RH m'a laissé passer, m'a laissé partir, etc. Et donc nous étions tous les deux donc à notre compte. Et ensuite la suite vous la connaissez, hein, puisque j'en parle déjà suffisamment. On s'est lancé donc à deux dans l'aventure de l'entrepreneuriat avec notre société donc de location de matériel de décoration événementielle. Et donc ça y est, ça fait plus de 2 ans maintenant que ça dure. Et bonne nouvelle, c'est que là depuis la semaine dernière, on a enfin notre premier bilan de fait. Bilan qui est positif, on a réussi avec beaucoup de complications. Le Covid n'a pas aidé, mais on a réussi, donc ça nous laisse de gros espoirs pour la suite. Et j'espère pouvoir aboutir à plein de projets. Je parle de temps en temps dans mes vidéos. J'espère pouvoir vous donner des bonnes nouvelles dans la suite. Par la suite, là pour l'instant, je peux rien dire encore parce que je n'ai pas d'infos, je n'ai pas de nouvelles. Mais autant dire que je suis en train de faire les démarches pour. Voilà. C'est ça. Après, donc, qu'est-ce que pour la suite, pour l'avenir, je peux pas parler, personne ne connaît l'avenir. Bien évidemment qu'on a plein d'autres projets pour notre société. On voudrait la développer, comment dire, différemment, sous un autre contexte. Pareil, je veux pas me porter l'œil à trop en dire, puisque pour l'instant il n'y a rien de fait. C'est vraiment à l'état de projet. C'est quelque chose qui pourrait peut-être se faire dans 2 ans, dans 5 ans, j'en sais rien. L'avenir nous le dira, mais on a plein de projets en tête. Et ce qui nous rassure et nous conforte, c'est que malgré ces 2 ans de galère, 2 ans de Covid, on a réussi à s'en sortir. Ça n'a pas été simple tous les jours. C'est encore compliqué. On sait que ça le sera encore toujours. On prend rien pour acquis parce qu'on sait que c'est pas parce que ça fait 2 ans et qu'on a un bilan positif que tout est sauvé. On a encore des étapes à passer, mais on a survécu au Covid et pour l'instant on arrive à atteindre les objectifs qu'on se fixe et même au-delà. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit parcours à la fois scolaire et professionnel. À chaque fois je dis je ne suis pas vieille hein, à 32 ans, mais parfois j'ai l'impression d'avoir déjà vécu 1000 vies. Combien de fois je dis tel ou tel employeur ou tel patron, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu pas mal de choses, mais en fait non. Mais voilà, je pense que j'ai déjà un beau petit parcours. Et on me pose souvent, alors au cas où je sais qu'on me pose souvent la question quand je parle dans mon entourage, on me demande si j'ai des regrets ou des remords. Et ben en fait aucun, c'est-à-dire que je ne regrette jamais aucun poste que j'ai pu faire, même si parfois ils ont été catastrophiques ou désastreux, mais je ne regrette ni de les avoir faits, mais je ne regrette en aucun cas de les avoir arrêtés. À aucun moment, même dans les moments les plus compliqués, vraiment dans des moments où j'étais en galère,